TCL C8L ou TCL C8K, C89L, C89K en fonction des références. Que faut-il acheter? Là, on date de la fin du mois de juin, alors que justement, eh bien, les boutiques font des offres très agressives sur les modèles de 2025. Faut-il craquer maintenant ou plus tard pour un modèle de 2026 du constructeur TCL et justement donc de cette série C? C'est une question qui est très pertinente, qui pourrait s'appliquer à tous les constructeurs et même à bien d'autres gammes. Est-ce qu'on achète plutôt un produit d'une marque A modèle 2025 ou d'une marque A modèle 2026? On peut aussi penser, est-ce qu'on prend un G6 ou un G5? Est-ce qu'on prend un G6 ou un X11L? Bref, ce type de questions, je pourrais y répondre, je pourrais y répondre déjà quand j'aurai testé tous les produits, et puis ensuite, on pourrait se les poser de manière quasi infinie. Et cette question, eh bien, elle m'a été posée aujourd'hui même par un membre de la communauté Discord, un abonné de la chaîne, en réaction justement à des tests qu'il a vus et pour lesquels je ne partage pas exactement la même analyse. On va se parler donc ici vraiment juste de C8L, C8K au moment où j'enregistre cette vidéo. Actuellement, le C8K est proposé dans une version 75 pouces aux alentours des 1200 euros. C'est justement, je retiens ce modèle-ci parce que l'abonné me disait j'ai envie de changer mon écran Samsung qui est un petit peu daté et de le remplacer par un mini LED de chez TCL, et il pensait notamment au C8L. Mais il est très attiré par ce 75 à 1000 et quelques euros, on va dire 1100 euros. Donc c'est vraiment une offre qui est très intéressante. Mais il me dit, il souhaitait même au départ attendre le C8L, et en voyant le test d'un confrère du C8L, il s'est dit, bon, ça a été un petit peu la douche froide. Finalement, je me demande si je ne devais pas prendre le 75 à 1000 euros plutôt que d'acheter maintenant le C8L ou d'attendre les offres de fin d'année. Bon, déjà, le premier élément de réponse que j'ai envie d'apporter, c'est que connaissant la marque, on sait que ça serait un petit peu dommage d'acheter tout de suite un modèle de 2026, à moins d'être vraiment très pressé. Parce qu'on sait que les tarifs, ils vont baisser. Là, actuellement, les enseignes n'ont aucun intérêt à brader les modèles de 2026, sauf à vouloir commencer à dynamiser un petit peu les gammes. Si le constructeur, il met de sa poche, il va aussi de sa petite aide avec l'ODR, etc., il peut se passer des choses. Mais l'objectif pour les enseignes, a fortiori en cette période de Coupe du Monde de football, c'est un petit peu d'écouler les dernières unités des modèles de 2025 pour pour les marques qui en ont encore. Et un 75 à 1100 euros ou 1200 euros, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. D'autant que ce C89K n'est pas un mauvais modèle. On sait que c'est un téléviseur qui, lorsqu'il bénéficie des dernières mises à jour, avec une politique qu'on sait ce qu'elle est chez TCL, se comporte bien. Alors sur le Discord, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement, que la communauté aborde régulièrement, parce que moi je suis pas toujours très présent. On sait que ça peut passer par le biais de téléchargement sur des plateformes que TCL ne recommande pas, néanmoins certains le font, moi-même je l'ai fait, a priori ça ne fait que bonifier les téléviseurs, et puis surtout on récupère pour les dernières mises à jour le passage sur Android 14, une jolie fluidité, et puis des traitements aussi d'images qui sur certains aspects s'améliorent. On a pu noter qu'il y avait moins de phénomènes de saccade, on a pu aussi noter que le Motion Clarity aujourd'hui, qui est notamment lié à cette partie de compensation de mouvement, se comporte bien, qu'on a notamment plus de modes qui sont disponibles, et puis on a des modes également qui gèrent un peu mieux les événements sportifs. Par exemple, la reproduction des contenus football, c'est pas toujours très égal en fonction des box, en fonction des opérateurs, en fonction de la TNT, etc. Bon, ça fait encore partie des sujets sur lesquels TCL doit travailler. Donc je comprends tout à fait que la personne se pose cette question, d'autant que si je reprends ces mots, elle me dit, voilà, pour moi, c'est la douche froide. C'est la douche froide, j'allais partir sur le C8L, et visiblement, le C8L apporte rien par rapport à un C89K, dans les grandes lignes de la conclusion de ce test. Alors ce test, je l'ai parcouru, j'en ai parcouru d'autres aussi. Je ne lis pas tous les tests, je ne regarde pas tous les tests de mes confrères, toutes les vidéos qu'ils peuvent faire, parce que j'ai déjà pas le temps, moi, de vous livrer toute ma production et de la réaliser même. Donc je ne vais pas en plus aller consacrer du temps à aller regarder d'autres contenus. Je pourrais, je devrais, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps. En revanche, vous savez d'ores et déjà que la partie de TCL, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il y a une playlist qui est consacrée à la gamme 2026, je vous avais parlé au moment
moment du CES de Las Vegas. J'en ai parlé ensuite un petit peu plus tard dans l'année à Paris lorsque Olivier nous a fait la présentation. Et puis ensuite, je suis aussi allé à l'événement TCL Expert Meets Expert où je suis revenu notamment plutôt avec des informations sur X11 et RM9L, mais j'avais des infos aussi à vous partager sur le C8L. Depuis, je vous ai aussi fait 2 lives, un live durant lequel j'ai installé le 65 C8L aux côtés d'un OLED G6. On s'est fait un petit unboxing dans la journée qui préparait, c'était un peu les coulisses d'un live qui a suivi le lendemain au soir, dans lequel eh bien, on a comparé un petit peu, je ne devrais pas parler de comparaison parce que c'était pas exactement ça, mais on a diffusé en tout cas les images simultanément, alors oui, ça peut ressembler à de la comparaison, du 65 C8L et du 65 OLED G6. Mais à ce moment-là, c'était surtout pour moi l'occasion, j'avais ces 2 téléviseurs à la maison, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, que je n'étais pas mis en contact avec vous, bref, j'avais envie de vous faire un petit peu de contenu, de vous retrouver comme on dit. Mais l'objectif, bien entendu, n'était pas de comparer strictement ces 2 TV qui sont sur 2 technologies différentes. Alors ça, pourquoi pas, comparer du mini LED avec de l'OLED, pourquoi pas, mais surtout, ils sont sur 2 positionnements tarifaires quand même très éloignés. On est sur le haut de gamme du White OLED chez LG, on est sur le produit plutôt mass market, volumique, populaire de chez TCL avec cette série C8L en l'occurrence. Donc tout ça, ça va arriver, c'est en cours, c'est dans la boîte et je travaille dessus, mais il faut gagner sa vie, donc j'ai beaucoup d'activités en parallèle, mais ça arrive, soyez rassurés, et puis vous commencez de toute façon à avoir des images. Néanmoins, cette vidéo dans ce format un petit peu inédit dans le jardin, je la fais parce que je me dis que cette personne qui m'a sollicité n'est sans doute pas la seule à se poser la question, parce qu'un 75 à 1000 balles, ça peut être très très attractif, et surtout, elle peut se dire, ok, bah finalement je craque parce que le C8L, il apporte pas grand-chose. Et c'est là que j'ai un petit peu plus de mal, peut-être parce que j'ai eu plus d'informations que d'autres, j'en sais rien, je pense pas, mais en tout cas j'étais à des événements où d'autres n'étaient pas, c'est sûr, mais je ne l'aborde pas du tout de la même manière, ce C8L. Je vais essayer de le constituer sur différents points. Pour l'instant, l'écart de prix est élevé, donc temporisons l'achat de ce C8L. Pourquoi, selon moi, il est pertinent néanmoins d'aller vers cette gamme? Le premier point, le 65 pouces par exemple, c'est 2040 zones, 3500 nits, 5000 nits en boost. Bon, et là, l'avantage de bosser avec TCL et d'aller sur ces événements à Varsovie, eh bien, c'est de pouvoir récupérer ce niveau d'information que je peux ensuite vous partager avec ce type de tableau de comparaison récapitulatif que je vous partage tous les ans, et je pense qu'on s'en reparlera aussi au moment justement où il sera d'autant plus pertinent d'acheter les gammes de 2026, période de Black Friday par exemple. Je pense qu'on se refera un petit peu un récap de tout ça pour voir entre eux même C8, X11, RM9, comment tout ça, ça évolue. Bon, en tout cas ici vous avez ces chiffres et on voit bien que au-delà de la simple logique de pic de luminosité, nombre de zones, eh bien que l'augmentation, elle est réelle sur toute la gamme. Alors ça ne veut pas absolument dire que l'évolution est significative, parce que derrière ce nombre de zones, derrière ce nombre de pixels par zone, etc., eh bien il y a toute une logique de gestion électrique, électronique du signal, mais néanmoins cette dalle, oui, elle évolue. Alors, c'est peut-être pas la grosse révolution à laquelle certains s'attendraient, mais quand même, ça évolue pour un produit mainstream, mass market, comme je l'ai dit, c'est quand même pas négligeable. Et puis, il y a aussi la structure de la dalle qui, elle aussi, évolue, puisqu'on passe désormais sur ce fameux SQD mini LED. Et on a quand même quelques améliorations qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ce C8L, il annonce pour l'avenir un color volume qui n'a pas grand-chose à voir avec le C8K, C89K. On est au-delà des 85, 88 ou 89% même de la couverture du BT2020. Là, on était à 10 points de moins, plutôt aux alentours des 72, 75 pour le C8K. Bon, ça, c'est un élément. Si on en croit ce que nous disait Marek au moment de cet événement à Varsovie, oui, on a déjà du contenu REC 2020 qui nous permet de bénéficier de la colorimétrie de ces téléviseurs. Téléviseurs qui, de toute façon, sont plus punchy que l'année dernière. Donc, on a déjà cette première évolution côté dalle qui est assez intéressante et qu'il faut prendre, parce qu'on a aussi sur une nouvelle structure avec de l'OD, de l'optical distance qui se réduit. On est sur des micro-lentilles qui ne se comportent pas exactement de la même manière, enfin sur des capsules, sur des mini-LED qui se comportent pas exactement de la même manière. Ça réduit quand même un petit peu le phénomène de blooming, mais attention, comme on est sur un boost de luminosité, eh bien ce phénomène de blooming, il est toujours présent. On est sur de la technologie LCD, donc dans un cas comme dans l'autre, on le voit. Et ça va pas, ça peut être réduit en mettant un petit peu la main dans le cambouis, en mettant la main dans les réglages. Le deuxième élément que j'ai envie de mettre en avant, et qui là pour le coup, eh bien, n'est même pas abordé, sauf erreur de ma part, dans le test
qui a justement inquiété cet abonné, ce membre du Discord qui s'est pris cette fameuse douche froide, mais qui visiblement du coup passe un petit peu à côté d'une des évolutions, eh bien c'est qu'il ne faut pas oublier que le C8L va introduire un truc que je reproche à TCL depuis quelques années maintenant, à savoir qu'il ne changeait pas de processeur. On était sur du Pentonic 700, c'est le cas du C89K, ça sera le cas aussi du C7L, je vous le rappelle, cette année, puisque le Pentonic 800, qui sera la nouvelle puce de cette année, ne sera que sur C8, RM9 et X11, RM9L et X11L, pour bénéficier notamment d'une autre évolution, et je vais y venir. Et donc cette nouvelle puce, eh bien, elle va permettre de corriger déjà tout un volet d'amélioration du traitement de l'image qui peut-être était encore un petit peu en retrait. Encore une fois, grandement tenu par le déploiement de ces mises à jour, par ces fameux firmware qu'on avait dans les téléviseurs. Alors TCL a encore des progrès à faire, mais je peux vous assurer que ce que j'en ai vu, moi, sur le test du 65 C8L, eh ben, c'est pas déconnant. On a désormais un téléviseur qui reste fluide dans sa partie Google TV, qui accueillera la compatibilité Gemini. Ça aussi, c'est un truc qu'on nous promet depuis longtemps et c'est toujours pas là, donc en espérant que ça arrive quand même un jour. TCL, vraiment, la politique de mise à jour, il faudrait que ce soit un petit peu plus carré, mais on a un socle technique qui évolue un petit peu et qui, au passage, eh bien du coup, parce que moi les reproches, je les faisais déjà, je disais à TCL déjà, pourquoi vous n'avez pas adopté le Pentonic 1000 et pourquoi que du Pentonic 700 et deux HDMI 2.1 et 2.0. Bon, et bien là, Pentonic 800, ça va améliorer déjà le traitement de l'image, ça redonne un petit coup de boost, même pour les développements à venir, quand on sait que les gens conservent visiblement leur téléviseur plutôt entre 7 et 10 ans. Moi, je pensais qu'on était entre 5 et 7, mais Marek nous a dit que le taux de renouvellement, c'était plutôt entre 7 et 10, et ça m'a d'ailleurs été confirmé par Sony très rapidement ensuite. Bon, d'avoir une puce un petit peu plus solide pour les années à venir, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Bon, comme j'ai commencé à le dire, ça introduit également la prise en charge de 4 prises HDMI 2.1. Aujourd'hui, ok, vous êtes peut-être vous avez peut-être 2 consoles, donc du coup, 2 prises HDMI 2.1, ça a du sens. Si vous avez un PC, là aussi, la 3e prise prend également du sens. Sinon, peut-être que vous dites, oh, bon, moi, pourquoi pas, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ok, sauf que peut-être que demain, il y aura d'autres players externes qui utiliseront cette interface HDMI 2.1 et du coup, ça peut avoir du sens. Et puis surtout, le dernier élément, et je pense que certains d'entre vous vont commencer à me voir venir, c'est que le Pentonic 800 est pour l'instant la puce qui a été décrite par les équipes de Dolby et en l'occurrence aussi par TCL comme étant compatible avec ce Dolby Vision 2. Alors oui, Dolby Vision 2, des contenus, c'est pas pour demain. On ne va pas en avoir tout de suite. Ça va sans doute passer par des phases où le Dolby Vision 1 sera optimisé par les puces notamment, d'où l'importance d'avoir quelque chose qui tient la route, et on va avoir une phase un petit peu de transition. Et Marek, encore une fois, disait, ouais, avant 2027, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Peut-être que c'est pour ça aussi que d'autres acteurs comme LG et Sony, en l'occurrence, pour l'instant, ne se sont pas positionnés sur le Dolby Vision 2. On sait que c'est le cas de Philips TP Vision, on sait que c'est le cas aussi pour iSense, mais je ne comprends pas, moi, qu'on dise et qu'on ne mentionne même pas cela dans un test, alors que, encore une fois, compte tenu du délai de renouvellement des TV pour la clientèle et compte tenu de potentiellement ce que ça peut apporter, alors j'espère aussi que pour vous le Dolby Vision c'est peut-être moins un frein à l'achat. Samsung, leader du marché, n'a jamais proposé de Dolby Vision et pour le coup ça ne les empêche pas de vendre, mais c'est quand même un argument, c'est un argument en faveur de ce produit-là, parce que si ça se trouve ça marchera super bien, ce sera vraiment génial et ce serait du coup dommage de s'en passer. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça représente pour vous comme importance dans le critère d'achat entre ce modèle de 2025 versus ce modèle de 2026, mais mon rôle à moi, c'est d'aller justement dans ces petits éléments de détail ou dans ces petites choses que l'on a, parce que est-ce que c'est réellement du détail, et de vous les mettre en perspective par rapport au modèle de 2025. Pour moi, c'est une évidence aussi que le C8L, voilà, on est sur une structure de dalle qui, déjà, si on en croit ce que nous dit TCL France, ne sera mise à disposition que de TCL. C'est-à-dire que dans les accords TCL CSOT et TCL CSOT avec les autres marques, on peut penser notamment à Samsung, TCL France nous a dit qu'ils seraient les seuls à profiter de cette génération de panneaux avec
tout ce que ça sous-entend, hein. Les angles de vision, je l'ai dit, la luminosité, hein, voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le 65 c'est 2040 zones, je crois, 3500 nits en pic de luminosité et 5000 nits en boost. Un X11 par exemple, c'est 10 000 nits vérifiés, mesurés, en l'occurrence à Varsovie avec Vincent Théo. C'est la structure, donc comme je l'ai dit, SQD mini LED, des nouvelles capsules, la nouvelle puce également qui permet d'aller chercher plus de détails dans les basses lumières, plus de détails dans les hautes lumières, avec cette gestion qui maintenant est, je crois, sur 26 bits. Tout ça, c'est dans les vidéos, hein. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le système audio également évolue un petit peu, et ça, pour l'avoir testé, ouais, ça progresse. Alors la partie Beosonic, ouais, je suis toujours pas fan des réglages, mais bon, ça c'est un autre élément. Mais là, le système audio est plutôt intéressant. On est sur un produit qui est bien fini. On est sur un produit aussi qui est avec une télécommande rétroéclairée intégralement, avec un petit bouton sur le côté pour gérer la luminosité, un petit bouton également qui permet de changer de mode d'image. Donc il y a quand même de l'évolution entre ces deux produits. Je trouve ça un petit peu dommage de dire qu'il n'y a rien qui change. Donc encore une fois, à toi, l'abonné qui me regarde et qui, je pense, va me regarder cette vidéo, puisque je vais même te l'envoyer en direct, hein, sur Discord, je pense qu'il faut de toute façon attendre. Il ne faut pas aller acheter, quand on connaît la politique de TCL, il ne faut pas aller acheter un 75 ou un 65 C8L tout de suite. Il faut attendre qu'il y ait les offres, à moins d'être très pressé. Si tu es pressé, si tu veux mettre une Apple TV, derrière, si tu passes uniquement par ta platine Blu-ray, si tu vas uniquement chercher, je sais pas, une Shield, une Fire TV, que tu déportes un petit peu la puissance de calcul, même si encore une fois les TV de TCL progressent. On sait qu'il y a des applis qui sont capricieuses, des applis de canal, etc. C'est pas toujours joyeux dans le résultat. La TNT, c'est peut-être pas toujours très très joyeux, mais encore une fois, moi ce que j'ai vu dernièrement en passant par ma box opérateur, ça se comporte plutôt bien. Alors Bouygues, hein, pour ne pas la citer, non pas pour faire de la pub à Bouygues, mais pour que vous ayez un petit peu une notion de quelle box j'utilise, je trouve que les résultats sont plutôt satisfaisants. Mais si je devais acheter un modèle de 2026, quelle que soit la marque, en fait, j'attendrais la rentrée, parce qu'il y a plein de choses qui vont se préciser. Il y a dans ce comparatif également, dans cet article que j'ai pu lire, la comparaison entre le C8L versus le Bravia 9.2. Bon, Bravia 9.2, avec le trou RGB, je pense qu'on est d'accord qu'on va plutôt aller le comparer à un X11L. Et là, pour le coup, quand j'aurais testé les deux, que je vous dirais, faut-il acheter un TCL 75 X11L ou un Bravia 9.2 en 75, quand on voit l'écart de prix et quand on sait la maîtrise de Sony, bon, sauf mauvaise surprise, et je vous l'ai dit, je pense que le Bravia 9 Mark II va sans doute être l'un des meilleurs téléviseurs de 2026, toute technologie confondue, mais j'attends de le vérifier. Bon, voilà, mon propos sera un petit peu différent. Quand on compare également, ça c'est peut-être un petit peu plus vrai, mais un C89L avec un UR9S de chez Hisense, oui, là on peut se dire, est-ce que j'achète un mini LED populaire chez TCL ou est-ce que je prends le soi-disant mini LED RGB le plus haut de gamme, entre guillemets, parce que c'est même pas le plus haut de gamme, mais entre le UR8 et le UR9, le UR9S est effectivement au-dessus, de chez Hisense par exemple. Et vous savez que moi, le modèle de pré-série que j'ai vu, bon, il m'a pas laissé non plus complètement extatique. Voilà, donc en l'état actuel des choses, si tu veux un modèle de 2026, je pense qu'il est pertinent d'attendre. Est-ce que les modèles de 2026 présentent de l'intérêt par rapport au modèle de 2025? Ma réponse est clairement oui. Voilà. Ce n'est pas le discours que je pourrais te faire peut-être pour d'autres marques, d'autres produits qui évoluent peut-être de manière moins importante, mais en l'état actuel des choses et en fonction des reproches, entre guillemets, que je pouvais faire à TCL, le changement de processeur est pour moi quelque chose d'assez marquant qui laisse entrevoir que les choses vont s'y aller vers du meilleur, qu'ils ont désormais une base technique qui peut-être va leur permettre de déployer de meilleures mises à jour. En revanche, et ça vous le verrez dans mon test complet, il faut aussi savoir que on est sur des technologies, des dalles qui ont atteint un tel niveau de performance sur l'aspect colorimétrie, j'ai évoqué le volume couleur, qu'on sait aussi que ça peut provoquer des dérives et de l'instabilité, et ça c'est notamment des discussions que j'avais eues avec Cédric Louis sur l'instabilité en HDR de la dalle. Alors ça se note peut-être pas sur la logique de contenu visionné, en tout cas moi ça ne m'a pas perturbé. Je sais qu'il y a des efforts à faire sur la partie banding de ce téléviseur. J'ai vu qu'avec des sources dégradées, attention je parle bien de sources dégradées parce que j'utilise une boucle YouTube pour cela, vous allez le voir dans mon test complet. Par exemple le LG OLED G6 s'en sort mieux là-dessus, mais avec un contenu
en 10 bits de qualité, avec le Blu-ray de Spears Munsil, j'ai pas de souci, tout se passe bien. Bon, en tout cas, c'est à la hauteur de ce que fait la concurrence. Et Cédric Louis, lui aussi, sur le calibrage, il a réussi à trouver un moyen de bien bosser en mode SDR, et a priori, en mode HDR, c'est compliqué, parce que la dalle se comporte pas toujours très très bien, et le process n'est pas reproductible sans que la dalle ne change son comportement, et du coup, c'est un petit peu un problème pour vérifier la mesure, etc. Donc, il a un petit peu galéré. Moi, j'ai fait mes mesures, j'ai composé aussi avec certains ajustements pour éviter notamment du clipping en SDR, je vous en reparlerai dans le test complet, mais je n'ai pas procédé au calibrage tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas les profils dans le logiciel de Portrait Display, donc je suis en discussion avec eux pour voir comment ils bossent sur les modèles de 2026, sachant par ailleurs que Marek nous l'a ouvertement dit à Varsovie, que les modèles de 2026, enfin en tout cas que le budget consacré justement à tous ces efforts, le calibrage, etc., les partenariats avec Portrait Display, c'était un petit peu temporisé parce qu'ils ont eu du boulot pour d'autres choses. Et c'est ce qui m'emmène à mon dernier point, c'est que oui, le C8L n'est peut-être pas le modèle qui a bénéficié le plus des ressources en matière de R&D, c'est-à-dire que aujourd'hui TCL lance son X11L et va lancer RM9L, et ces deux produits qui sont des espèces de pompes à feu, c'est-à-dire qu'on a le X11L qui est leur modèle le plus haut de gamme, qui est le SQD mini LED avec plus de 10 000 nits, voilà, donc c'est le produit ultra pétant, et ce qui va me ramener à un très rapide parallèle, et c'est aussi ce qui rejoint le test, et pourquoi pourquoi l'abonné me disait que c'était la douche froide, c'est que en fait dans le propos du testeur, il disait bon, on n'a pas une évolution significative de la luminosité, et ça c'est déjà quelque chose. Quand on discute avec TCL, quand on prend un peu le temps en tout cas, c'est que TCL nous l'avait dit, nous avait annoncé, nous, cette course à la luminosité, à un moment donné on va l'arrêter sur certains modèles. X11, il se doit d'être complètement dingue. Mais si vous prenez RM9L, le fait qu'on change de technologie, qu'on soit sur du rétroéclairage mini LED RGB, déjà les valeurs de luminosité sont différentes. C'est ce qui permet à TCL de le classer en dessous du X11. Mais finalement, nous, quand on l'a vu, on s'est dit attends, mais ce RM9L, il est très très bien par rapport au X11L. Donc voilà, donc on a cette escalade à la luminosité qui s'est un petit peu ralentie sur ce produit plus populaire qui est cette série C. Et ça, il faut le savoir parce que il faut le dire aux gens. Il faut dire que ok, c'est bon, les pics de luminosité à s'en cramer la rétine, c'est peut-être plus dans la priorité de TCL sur ce modèle de 2026. Donc j'en reviens à cette logique de R&D. Oui, je pense que la R&D, le budget, et donc le temps homme et donc l'argent, a été alloué plutôt au X11L et au RM9L, parce que RM9L, c'est une nouvelle technologie de rétroéclairage. Alors TCL nous dit qu'ils en sont à leur 4e génération de rétroéclairage mini LED, mais in fine, ils en sont à leur premier modèle, enfin première gamme commercialisée. Voilà. Bon, donc du coup, du boulot, et sans doute peut-être un C8L qui a progressé dans son petit coin, qui a de l'épentonique 800 et qui progressera, je l'espère, encore en 2027, lorsque le Dolby Vision 2 sera bel et bien effectif. Mais je vous rappelle que la mise à jour Dolby Vision 2, elle était plutôt prévue pour la fin du premier semestre. Alors, on nous avait dit à l'été, je pense que ça sera plutôt dans le courant du second semestre, allez, au mieux 3e trimestre, à partir du mois de septembre, peut-être qu'on verra des mises à jour se déployer, mais de toute façon, personne n'est prêt, grosso modo. Dolby nous a fait quelques démos, mais j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Du côté de chez Hisense, franchement, j'en ai pas entendu beaucoup parler non plus. Donc là-dessus, je pense que c'est plutôt du côté de chez Dolby que ça coince, parce que Marek nous a dit, nous on a des choses à vous montrer, mais en fait on a juste jugé que c'était pas pertinent, parce que c'est pas le vrai Dolby Vision 2 tel qu'il devra être, Dolby Vision 2, Dolby Vision 2 Max. Voilà, j'espère encore une fois avoir répondu à ta question, toi mon cher abonné, et puis peut-être à vous aussi qui vous posez des questions là-dessus. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que c'était chiant à regarder, à écouter? Peut-être que j'en ferai plus souvent. Il y a le studio là juste à côté qui est en cours de finalisation, j'ai plus que le plancher à faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres tests à venir avec ce produit là que je suis allé rouler ce matin, la XT5 Pro de chez Navi. Il y a le test du 65 C8L qui arrive, le test du LG OLED G6. Il y a plein d'autres tests qui vont arriver. J'ai une autre trottinette. Qu'est-ce que j'ai plein de tests. J'ai plein de tests en cours. Il faut juste que j'ai du temps. Et c'est ce qui me manque le plus. Voilà. Donc n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse d'autres comme ça, que je réagisse quand ça sera
gérable dans un simple short, bon, bah, je le ferai. Mais là, je pense qu'il était question de remettre un petit peu redonner un petit peu de consistance dans cette analyse. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.